Il y a beaucoup de questions et on sent bien que même s'il y a des nuances et même des restrictions sur comment y aller, on sent bien que nous sommes dans une église fédéraliste, nettement fédéraliste. Pas parce que je vous prends pour des, comment dirais-je, militants de la religion fédérale, encore que, mais parce que c'est le bon sens que d'être arrivé à cette conclusion. Et il me semble que ça, c'est quand même quelque chose de bon augure. Alors, je vais commencer un peu à l'envers. Madame, mademoiselle, vous posez la... Non, je ne demande pas de réponse. Vous posez la question de la souveraineté. Je donnerai un seul exemple en guise de réponse. Je ne confonds pas la nation avec l'ensemble des nations qui composent un système. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous allez aux États-Unis, le Texas ne paye pratiquement pas d'impôts. Mais la Californie en paye beaucoup et apparemment c'est pas suffisant parce que c'est très endetté. Le Vermont, le Michigan, c'est un peu pas au milieu du chemin. Pourtant, c'est un système fédéral qui marche pour deux raisons. La première, c'est que le gouvernement de Washington a très peu de pouvoir, mais les domaines dans lesquels il a les pouvoirs, ils sont souverains, négociés avec son Parlement, Congrès des représentants, et qui ne se mêle de rien d'autre que ses pouvoirs régaliens, dont je rappelle qu'ils doivent être les pouvoirs donnés à une autorité supérieure, supranationale, pour faire ce que les États, tout ceux la plus forte dans la mondialisation, la plus forte raison dans la mondialisation, ne sont plus du tout en état de faire. Je réponds ainsi un peu au but de ma réponse et au passage, j'écarte votre crainte sur la souveraineté. Mademoiselle, c'est quoi la souveraineté d'un État tel que le nôtre, et je n'ai pas vu de pire, qui est tous les matins, entre les mains des marchés dont on ne sait même pas où sont logés les ordinateurs qui font effondrer les bourses? C'est quoi la souveraineté d'un pays qui, comme lorsque Guy Mollet était président du Conseil et qu'il faisait traverser le directeur du Trésor tous les mois à l'Atlantique pour aller chercher ou compléter les salaires des fonctionnaires à Washington, et nous en sommes bientôt là, c'est d'ailleurs un peu commencé. Notre souveraineté pour les dépenses de fonctionnement des différentes strates du gouvernement de la nation s'arrête vers le 22 ou 25 septembre. Après, nous vivons à crédit sur les marchés. Donc tout ceci demande un peu moins de fanion, un peu plus de réalisme et un peu plus de modestie. Naturellement, il y a beaucoup de domaines où nous avons souveraineté, mais la subsidiarité positive, c'est-à-dire fédérale, elle a une conséquence très importante. C'est que l'Union s'occupe de l'essentiel, pas de la taille des poissons, pas des couleurs des phares, des voitures, pas de la taille des chaussures, ni du cuir qui est autorisé et qui ne l'est pas. Autrement dit, c'est un des instruments pour rendre davantage populaire l'Union européenne, parce que quand on dit, avec bonne ou mauvaise foi, je veux une Europe qui protège, là, on est capable de le faire dans la mondialisation. C'est vrai pour la défense, c'est vrai pour la politique étrangère qui petit à petit se défend, oui, avec beaucoup de divergences, certes. C'est vrai naturellement pour tout le lot économique, financier et budgétaire. Je boucle ma réponse sur ce sujet-là. Les États-Unis, ça fonctionne parce que le gouvernement fédéral a peu de pouvoir, et dans les domaines où il l'a pleinement. Et pourquoi ça marche? Parce qu'il dispose d'un budget fédéral qui est égal à 17% du PIB américain. Autrement dit, quand ça ne va pas dans un État, le budget fédéral est disponible à soulager, compléter, notamment par les centrales. C'est parce que nous avons fait une Europe à mi-chemin que nous sommes dans la difficulté. Quelle est la souveraineté de l'Italie ou de la Grèce aujourd'hui? Je vous le demande. La Grèce va débarquer et loge dans ses hôtels de luxe à Athènes des contrôleurs venus de Washington et venus de Bruxelles, dont tous n'ont quand même pas le niveau qu'un certain nombre d'intellectuels ou d'économistes en Grèce ont.
Si vous croyez qu'elle n'est pas unie à 100% cette souveraineté, un peu de bon sens s'impose maintenant et un peu de modestie. Nous devons réparer les fautes que nous avons commises. Nous devons créer les conditions économiques et financières, notamment par le biais d'emprunts, pour créer l'activité de croissance de demain dans les industries nouvelles, l'industrie cognitive, les industries de l'information, notamment. Et si nous ne le faisons pas, nous ne ferons qu'aggraver cette chose. Je réponds rapidement aux autres questions. J'attends de l'élan politique qui nous mène vers un peu plus de réalisme pour sauver la situation. On pose la question de la Grande-Bretagne sous une forme qu'il faut faire soft. Une nation amie, tout ce qu'on peut, mais qui n'est dans l'Europe que pour y avoir mis ses vagues de hauts fonctionnaires de bonne qualité, d'ailleurs la plupart du temps, qui travaillent bien. Parce que je rappelle quand même, mesdames et messieurs, que la Grande-Bretagne n'est pas dans l'euro, n'est pas dans Schengen, n'est pas dans la Charte des droits fondamentaux, mais la Grande-Bretagne arrivera peut-être aussi à un moment ou à un autre à meilleure maturation. Si l'euro s'écroulait, la City irait très mal. Ces réserves en euros sont importantes. Elles dépendent d'une certaine manière de l'euro sans avoir les obligations. Et par conséquent, il faut rediscuter cette affaire, le moment venu. Et je voudrais dire que si la Commission européenne fait l'arrêt, afin d'anticiper tout va entendu, je n'ai voté aucune des 2 fois pour M. Barroso. 2 fois. Et je crois qu'aujourd'hui, je me sens propre d'avoir fait. Si la Commission européenne n'a pas proposé de plan depuis 2008, quelque chose de consistant, alors il faut que le Parlement soit doté du droit d'initiative législative une fois pour toutes. Et puis qu'est-ce que c'est qu'un Parlement qui n'a pas le droit de proposer une loi au motif que le secrétariat général du gouvernement, si je puis dire, la Commission, affaiblit le proposeur parce qu'elle n'a rien proposé. Nous attendons pour demain, je dirais, un plan qui ne s'ouvrira pas beaucoup sur le rôle de la Banque centrale, pas davantage, à mon avis, sur le fonds de stabilité européenne, mais qui, en revanche, va avancer sur le système des banques, des euros, obligations dont nous avons besoin. Nous avons besoin. Comparons notre situation à celle des États-Unis. Rien que depuis moins d'1 an, 10 mois, le président américain a été autorisé à déverser 550 milliards de dollars supplémentaires planche à billets sur le monde entier. On voit bien qu'on est des nains et qu'il faut un instrument politique pour gouverner cet ensemble. Je pense que peut-être pas de réponse à M. Toulon, vu qu'il a dit ce qu'il souhaitait, que je le partage totalement et absolument. Même s'il doit y avoir une petite part de rêve, parce que si nous sommes, nous, militants, appelés à battre les médias, à aller chercher les intellectuels pour renforcer et élaborer notre corpus de pensée, au moins on a un peu de rêve, on espère que ça arrivera un jour, cette Europe fédérale, avec des pouvoirs limités mais souverains. Voilà ce que je veux dire. Oui, justement, nous avons bien oui, j'avais remarqué, c'est un sentiment comme ça que maintenant je me suis donc plus sérieusement, j'avais une question sur la première, la position. Il y a en effet un malaise sur le fait que tous les pays qui ont adhéré après 2004 ont l'obligation de rentrer dans la zone euro. Alors que les pays qui étaient avant, dont la Grande-Bretagne, dont la main comme la Suède, vous avez oublié, eux en effet ont gardé la possibilité de ne pas, on ne pas intégrer la zone euro. Le coup de la crise, la Suède ont fait un référendum négatif sur l'euro. Oui, mais la Suède est tenue, en principe, elle n'a pas obtenu pour la question. Ils ont refusé l'euro. Le problème qu'il y a là-dessus, c'est bien évidemment actuellement la complexité du discours sur le fait, le sentiment qui montre qu'il devient de plus en plus normal de profiter du marché unique tout en n'ayant pas la contrainte ou l'obligation de la monnaie unique. Sur la chose, c'est une contrainte qui est un discours qui est fort. Mais cette obligation, s'ils veulent en sortir, c'est dans le cadre d'un traité qui leur imposerait l'intégration dans l'euro. Dans le contexte aujourd'hui, vu la forme globale, je pense qu'ils vont avoir du mal à convaincre le Parlement national que c'est une bonne idée de rentrer dans l'euro. Et la balance marché unique euro est quelque chose de compliqué, état par état. Sur la question sur la souveraineté, moi je crois que le débat depuis le départ est un peu difficile,
que pourquoi il y a cette tendance-là extrêmement sévère, c'est que l'ensemble des fonds mobilisés dans la grille de l'euro depuis le départ ne sont pas des fonds européens, c'est des fonds nationaux. D'où la très grande exigence des groupes bailleurs, comme les Allemands, comme les Français, par rapport à des pays, bien évidemment, endettés ou déjà dans la demande. Bien évidemment, là-dessus, je partage avec ce que j'ai écrit, je le redis. Évidemment, la solution, c'est un budget européen suffisamment conséquent pour nous permettre ensuite de faire de la solidarité, qui est le volet complémentaire et nécessaire du fédéralisme budgétaire. C'est ça le problème. Même aujourd'hui, les eurobonds, ça date sur quoi? Parce qu'on n'a pas encore les discussions à la commission, mais c'est des conditions qui sont extrêmement, moi je maintiens, inquiétantes. Donc je crois qu'il y a un lien à faire entre la souveraineté des États, la solidarité budgétaire européenne qui donnerait une surface budgétaire et monétaire qui permette cette solidarité et qui permette des emprunts conséquents, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque tous les emprunts sont quand même faits sur la base de garanties nationales. C'est pour ça que les parlements nationaux jouent un rôle de remonter en puissance dans l'imaginaire politique national, parce que c'est eux qui doivent valoriser, valider le secteur du chèque, et c'est sur ce point-là, qui est fondateur du Parlement. Donc pour dissocier cette montée des souverainistes et cette crainte sur la souveraineté, il faut en effet avoir un élément majeur du fédéralisme, qui est un budget européen conséquent, et ça aujourd'hui, pourquoi les États ne veulent pas? D'abord parce que mécaniquement, ça donnerait une force de frappe terrible au Parlement européen. Deuxièmement, parce qu'une grande partie des priorités budgétaires du budget européen sont faites en réalité en fonction des préoccupations des pays européens et non pas en fonction de secteurs leviers qui pourraient être extrêmement dynamiques pour la croissance. Sur la dernière, c'est une réponse vraiment globalisante. Sur la dernière, est-il possible d'avoir un fédéralisme économique sans un fédéralisme politique? Non, justement. Parce que l'économie, c'est pas que la restriction. C'est aussi la croissance, c'est aussi l'aide, c'est aussi l'assistance des États en difficulté. Et donc ça demande un fédéralisme politique sévère. Je rappelle, je reviens là-dessus parce que c'est quand même une chose extrêmement importante. Nous vivons bien sûr la crise de la zone euro, nous vivons aussi la crise des appareils étatiques nationaux. La Grèce qui n'a pas de fisc, qui n'a pas la possibilité d'avoir un foncier qui a fait de cadastre, qui demande à la Commission d'envoyer une équipe pour dépenser l'argent, les Italiens qui font des plans qui s'appliquent pas. Enfin, je suis quand même fasciné de constater que récemment, depuis l'arrivée de Super Mario, on s'est aperçu que l'ensemble des engagements pris par Silvio Berlusconi depuis les mois derniers n'avaient jamais été mis en doute. C'est-à-dire qu'il prend à Bruxelles des engagements, ensuite il démonte à Rome. Et les problèmes conséquents aussi d'appareils d'État un peu en endettement. Il y a les hommes au Portugal qui a fait la demande elle-même à Bruxelles de leur équipe de fonctionnaires pour l'aider à bien dépenser l'argent européen. Il y a quelque chose qui ne va pas, parce que, en l'absence d'administration fédérale, ce sont les administrations nationales qui sont les garants du pacte européen. Et ces administrations nationales, ces appareils d'État, ces classes politiques aussi. Parce que, je viens de me dire, c'est avant-hier, le gouvernement de Luis Podemos, c'est 50 ministres. Donc, je suis quand même, je suis. Donc, quelques-uns extrêmement. 3 extrêmement, mais c'est ça. Enfin, démarrer un budget de cure à 50 ministres dans un pays qui est complètement déroute, c'est quand même quelque chose de totalement fascinant. Nos amis italiens qui sont arrivés à avoir un gouvernement totalement de techniciens. Comme si la résolution de la crise n'était pas un problème politique. Donc on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va absolument pas. Et je passe bien sûr sur les prédécesseurs de ce gouvernement